Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Bailly, le patron d'Octo AM, spécialiste de ce qui se passe sur les obligations corporate, donc entreprises. Justement, tiens, on parle d'une entreprise parce que les obligations, ce n'est pas que des titres financiers, il y a quand même des vraies entreprises derrière. Il y en a qui vont bien et puis il y en a qui vont beaucoup moins bien. C'est le cas de Toys R Us qui vient d'être mise en faillite. C'est la fin d'une belle histoire, Mathieu Bailly. Oui, alors ils se sont mis sous protection des faillites justement pour éviter le défaut de paiement. C'est vrai que derrière toute cette hausse d'actifs, on voit moins aussi que les sociétés, du coup, avec l'argent pas cher, empruntent de plus en plus massivement. Et on a de plus en plus de cas quand même de sociétés qui ont trop emprunté et qui se retrouvent à crouler sous la dette alors que la croissance est quand même molle et les croissances organiques des sociétés aussi. Voilà, une dette qui devient insoutenable et au final, on ne peut pas rembourser. Voilà, ils avaient à peu près 5 milliards de dettes qui avaient été émises notamment en parallèle du rachat par des fonds. Donc il ne faut pas oublier aussi que les fonds poussent à ce genre d'endettement massif. Donc Toys R Us aujourd'hui est sous protection des faillites. Au-delà du cas de ce distributeur en particulier, ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'ensemble de la distribution aux États-Unis est dans une passe assez difficile, la distribution traditionnelle, et on compte un nombre important de sociétés comme Sears, JCPenney, Macy's à l'époque, Radio Shack qui fait du matériel pour les téléphones, qui ont tous été plus ou moins dans des situations comparables, soit protection des faillites, soit faillite tout court, soit rachat par des gros du web. Et là, on notera par exemple Whole Foods récemment par Amazon. Et on se rend compte en fait que la distribution aux États-Unis est en train de complètement changer de modèle et que tout ce qui est en dur, c'est-à-dire les magasins, ont du mal à résister face à Amazon et consorts. Donc le rouleau compresseur d'Amazon, c'est ça qui est en train de prendre des parts de marché dans tous les domaines. La place de marché est aujourd'hui énorme et du coup ça met à mal effectivement la distribution traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se réinventer ? À moins d'essayer de concurrencer le web en direct, c'est-à-dire d'avoir leur propre site web, la deuxième solution c'est de s'allier avec un géant du web et c'est ce qu'a fait Walmart par exemple. Ou ce qu'a fait Whole Foods, qui s'est vendu à Amazon, et Walmart s'est allié à Google. Donc c'est à chaque fois un des deux plus gros. Ou alors de trouver une méthode qui apporte une valeur ajoutée aux clients, qui fasse que les clients souhaitent aller dans ces boutiques-là. Pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvé. Les États-Unis, il y a eu beaucoup de chaînes de distribution qui ont cherché par tous les moyens des méthodes, mais on a bien vu que Sears, qui était quand même le plus gros distributeur dans les années 60-70 au monde, n'a pas réussi à faire face à une entreprise qui existait depuis 150 ans quasiment, qui s'est écroulée en Amazon, ça fait 5-6 ans que c'est une dizaine d'années qu'ils sont montés en puissance. Mais c'est vrai que les coûts sont complètement différents. Les rapidités d'exécution et de transport aujourd'hui chez Amazon. Aujourd'hui, une commande chez Amazon, le début de la livraison commence avant même que vous ayez commandé et validé votre panier grâce aux statistiques. Donc c'est imbattable par rapport à ce qui se passait avant et quand on a une commande qui arrive dans la journée, pourquoi se déplacer, quoi. Est-ce que la grande distribution européenne peut être inquiète de ce phénomène ? Alors oui, évidemment. Alors c'est vrai qu'en Europe, il y a un petit phénomène de retard. Et du coup, pour l'instant, les grands distributeurs européens sont encore dans une situation favorable, aussi bien du point de vue des actions que du point de vue des obligations, puisqu'ils ont des notes de crédit très hautes et empruntent à des taux très bas. Pour autant, pourquoi est-ce qu'il y a un phénomène de retard en Europe ? Tout simplement parce qu'on n'a pas de géant du web en Europe. Donc évidemment, les Amazon, Alibaba en Chine ont commencé par leur propre pays. Alibaba s'est développé en Chine massivement, Amazon s'est développé aux États-Unis. Et donc on a un retard en Europe. Pour autant, ces géants du web arrivent chez nous. On voit bien qu'Amazon prend des parts de marché massives en Europe aujourd'hui, que les distributeurs type Auchan, Carrefour, Leclerc tentent de trouver des moyens de résister avec le web, mais que très peu y arrivent vraiment. Le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on risque d'avoir la double peine, c'est-à-dire des distributeurs qui seront en difficulté, mais aucun géant du web pour pouvoir capter des parts de marché, puisqu'ils seront tous aux États-Unis et en Chine. Ouais, d'où la nécessité de se réinventer, évidemment, pour les plateformes de distribution. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu Bailly, justement, quand Toys R Us se met en Chapter 11 comme ça pour les porteurs d'obligations? Alors, on rentre un petit peu dans la technique. On a tout perdu ou on attend la restructuration? C'est un peu le sujet, c'est que ça dépend. En fait, ici, donc, on va avoir une restructuration.
Le sujet, c'est que des sociétés comme ça, notamment quand elles sont pilotées par des actionnaires activistes que sont les fonds, il peut y avoir des grosses différences entre les émissions obligataires du même émetteur et entre les émetteurs. Et donc là, sur Toys R Us en particulier, la restructuration elle avait quasiment commencé il y a plus d'1 an, où Toys R Us avait proposé à des groupes d'investisseurs de basculer des dettes qui arrivaient à échéance très court terme, mais qui n'étaient pas en mesure de rembourser, avec des dettes un peu plus longues, entre 2020 et 2024. Pour que les investisseurs souscrivent et pour les motiver à souscrire dans ces nouvelles émissions, Toys R Us avait mis en gage tous ses actifs. Donc, les nouvelles émissions obligataires qui sont un peu plus longues avaient tous les actifs de Toys R Us au cas où ça se passe mal. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une émission 2018 de Toys R Us qui est passée de 100 à 20 du nominal le jour de la mise en faillite. C'est-à-dire que les investisseurs ont quasiment tout perdu. Et une autre des souches qui, elle, avait les actifs en garantie, qui reste autour de 90-95 du nominal, c'est-à-dire que les investisseurs n'ont rien perdu. Donc, ce qui est important, c'est d'être dans le bon groupe d'investisseurs. Alors, ce n'est pas toujours facile, notamment quand c'est des émetteurs américains, parce qu'il y a toujours des groupes qui se forment avec des avocats, un peu le principe à l'américaine de class action, le même principe de négociation directe des investisseurs avec les émetteurs. Phénomène qu'on a un peu moins en Europe, mais qu'on avait observé avec CGG, qui avait négocié avec un groupe d'émetteurs américains pour remplacer une obligation par un loan qui lui aussi avait toutes les garanties. Et on a vu exactement le même principe sur CGG, c'est-à-dire qu'il y avait des obligations du même émetteur qui valaient soit 30 du nominal, soit 95. Non. Donc c'est un sujet qui est assez important, qu'on voit mal quand tout va bien, mais le jour où tout va mal, on se rend compte qu'on n'avait pas la même dette. Ouais, on n'a pas tout à fait la même dette. Chez Octo, on en avait du Toys R Us? On était dans la bonne tranche? Non, on n'en avait pas du tout. Non, Tant mieux, on rassure ceux qui ont souscrit. C'est pour en parler. Et pour, voilà, on rassure tout le monde. Merci Mathieu Bailly, le fondateur de Octo AM, avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.